Dans cette partie, on va voir comment réduire la complexité associée aux traitements, sur les traitements en eux-mêmes à l'échelle micro et sur l'ensemble des traitements à l'échelle macro. Comme pour la volumétrie, on s'inscrit dans une démarche de sobriété numérique. On va utiliser comme exemple un éditeur de logiciel. Commençons donc par voir l'échelle micro, c'est-à-dire les traitements en eux-mêmes. On va commencer par effectuer un diagnostic de l'ensemble des traitements en utilisant des indicateurs techniques sur la complexité, tels que la complexité NPAS moyenne. Parmi ces données, on va essayer d'identifier les typologies de données les plus complexes. Cela va permettre de concentrer nos efforts sur les typologies qui auront le plus fort impact. Voyons ce que cela donne sur notre exemple. On va considérer que la complexité moyenne du code NPAS est de 100. On va considérer également que 20% du code représente 80% de la complexité totale et que 50% du code concerne des traitements qui sont appelés fréquemment et par de multiples sources. On peut se fixer comme objectif de diviser la complexité par 2 en un an. Voyons quelles mesures permettraient d'atteindre cet objectif. Sur la partie du code la plus complexe, on pourrait envisager un travail de refactoring de cette partie du code. L'avantage de cette mesure est une amélioration de la rapidité sur les actions concernées. En termes d'inconvénients, on aurait par contre un faible contrôle de l'impact, et cela pourrait être coûteux en termes de temps de développement. En termes d'impact, si on a une hypothèse de réduction de la complexité de moitié, on aurait une baisse des traitements de 40 au niveau de la complexité NPAS. En ce qui concerne la partie des traitements qui sont appelés fréquemment et par de multiples sources, on pourrait envisager la mise en place d'un cache. Il faudrait cependant s'assurer que l'utilisation de ce cache n'augmente pas de manière trop importante la volumétrie des données stockées. En termes d'avantages, on aurait une amélioration de la rapidité des actions mises en cache, et on aurait une résilience de ces actions, car elles ne seraient pas systématiquement appelées. En termes d'inconvénients, par contre, on aurait une augmentation de l'espace de stockage. En termes d'impact, on va estimer qu'on a une baisse de la complexité NPAS des traitements de 60, et qu'on a une augmentation de stockage qui est faible, autour d'1%. On va maintenant choisir la mesure en fonction de nos objectifs. Ici, il y a une seule mesure qui serait satisfaisante, c'est l'utilisation d'un cache pour les traitements qui sont fréquemment appelés. Comme dans la première partie, on ne détaillera pas la planification et la réalisation de la mesure. Au niveau des indicateurs, il conviendra de les suivre pour adapter la trajectoire si nécessaire et d'effectuer un bilan de l'impact réel de la mesure. L'idéal est de penser ces évolutions de manière itérative jusqu'à atteindre une situation cible. Comme je l'ai dit en première partie, je donnerai quelques exemples d'objectifs environnementaux souhaitables en annexe de ce MOOC. Passons maintenant aux traitements dans leur ensemble à l'échelle macro. Ici, nous étudierons tous les traitements liés à l'activité de l'entreprise sans les détailler. L'indicateur que l'on va suivre ici est la consommation électrique des serveurs de traitement. Il est possible de faire le lien entre la consommation électrique et l'impact climatique. Pour cela, on va utiliser un ratio qui va convertir l'énergie électrique consommée en émissions de gaz à effet de serre. Cela va dépendre du mix énergétique local. Notez que cela couvre les émissions liées à l'utilisation et doit être complémentaire à l'analyse des émissions liées à l'infrastructure que nous détaillerons en partie 3 du MOOC. On peut utiliser les données de The Shift Project dont j'ai mis le lien en description. Pour la France, le ratio est de 0,035 kg de dioxyde de carbone équivalent par kWh. Revenons à notre diagnostic, on va identifier des typologies de consommation et on va analyser la répartition de la charge au cours de la journée. Appliquant ce diagnostic à notre exemple, la consommation électrique moyenne de l'ensemble des équipements est de 100 kWh par mois. 90% de cette consommation concerne l'interaction continue et le déploiement continu en recette, et la charge est répartie inégalement durant la journée. Nous pouvons nous fixer un objectif de réduction de consommation énergétique des équipements de moitié en un an. Voyons maintenant les mesures que l'on pourrait prendre. Il peut par exemple être pertinent de questionner l'importance de l'interaction continue et du déploiement continu. L'interaction et le déploiement peuvent rester automatisés dans un but de simplification et de rationalisation des processus et être lancés manuellement. Cela permettrait notamment de laisser la liberté aux développeurs de commiter du code intermédiaire stable sans qu'il soit automatiquement déployé, ce qui peut déranger les phases de recette. Cette mesure présente plusieurs avantages. Tout d'abord, elle permet d'effectuer des commits intermédiaires. Ensuite, elle améliore la stabilité des environnements de recette. Et enfin, elle permet de contrôler le déploiement. En termes d'inconvénients, cela augmente la charge car il faut faire les déploiements manuellement et cela demande une certaine rigueur opérationnelle. On peut estimer en termes d'impact une réduction de l'énergie consommée de 80 kWh. Sur l'aspect des inégalités de charge au cours de la journée, on pourrait envisager de planifier les batchs aux horaires de faible affluence. Cela aurait comme avantage une amélioration de l'efficience des équipements
Mais cela présente comme inconvénient que cette mesure est inadaptée au traitement critique car décalée dans le temps, en dehors des horaires de bureau. En termes d'impact, on va estimer qu'on a une réduction de l'énergie consommée de 10 kWh par mois. Sur ce même aspect d'inégalité de charge, on pourrait envisager d'ajouter un load balancer qui démarrerait ou arrêterait les instances au besoin. Cela permettrait d'adapter l'infrastructure en fonction de la charge constatée. En termes d'avantages, on aurait une amélioration de l'efficience des équipements. Par contre, cela nécessite des instances de petite taille pour être flexibles. Il faudrait également s'assurer que le démarrage et l'arrêt des serveurs n'entraînent pas une charge trop importante, et vérifier que cela n'augmente pas l'usure des équipements s'ils sont utilisés au maximum de leur capacité pendant trop longtemps. On va estimer qu'on aura une baisse de la consommation énergétique de 60 kWh par mois, et qu'on aurait les impacts liés à une nouvelle dépense d'infrastructure concernant le load balancer. On va pouvoir maintenant choisir la mesure qui nous intéresse. Ici, on a le choix entre deux mesures, c'est-à-dire l'arrêt de l'intégration continue et du déploiement continu, ou l'acquisition d'un load balancer pour répartir la charge. Il faudra donc trancher selon les priorités et la philosophie de l'entreprise. Là encore, on ne va pas rentrer dans le détail de la planification, de la réalisation de la mesure et du suivi des indicateurs. Il serait notamment intéressant d'adapter la configuration du load balancer, si cette mesure est choisie, en fonction de la consommation électrique constatée et de la fréquence de démarrage et d'arrêt des serveurs. Nous avons vu comment réduire les impacts environnementaux liés au traitement dans une démarche de sobriété numérique. Tout cela peut être estimé en énergie électrique consommée, donc économisée, et convertie en émissions de gaz à effet de serre. Il vous reste à appliquer cette méthodologie sur vos cas concrets. Dans la prochaine partie, nous détaillerons les décisions et les impacts relatifs aux choix en termes d'infrastructure. N'hésitez pas à commenter la vidéo avec vos remarques ou vos questions. J'essaierai d'y répondre soit directement en commentaire, soit en vidéo. Si vous souhaitez une aide sur des cas concrets, vous pouvez me contacter au lien que j'ai mis en description de la vidéo. Enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo et en discuter avec vos collègues. On se donne donc rendez-vous dans la prochaine partie du MOOC consacrée à l'infrastructure.